Monsieur, votre hélicoptère va exploser. La petite voix de la fillette déchira l'air comme une lame. Antoine Moreau ne prit même pas la peine de se retourner. Les mendiants faisaient partie du paysage parisien, aussi invisible que les lampadaires. Mais elle hurla alors quelque chose qui lui glaça le sang. Le boulon du moteur gauche est desserré. La fumée sortira de là en premier. Antoine s'arrêta net. Comment une gamine des rues pouvait-elle savoir ça? Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour plus d'histoires palpitantes comme celle-ci. Dites-nous d'où vous venez dans les commentaires et lâchez un like. Ça nous aide énormément, merci. À 45 ans, Antoine Moreau vivait 500 mètres au-dessus du commun des mortels. Son bureau occupait le dernier étage de la tour Moreau Finance, un gratte-ciel de verre et d'acier qui transperçait les nuages de la Défense. Ce n'était pas seulement le plus haut bâtiment du quartier des affaires, c'était un symbole phallique de son pouvoir absolu. Il ne dirigeait pas un empire de la finance et de la technologie. Il le dominait avec la précision froide d'un algorithme. Pour Antoine, les émotions étaient des bugs dans le système, des variables qui corrompaient la pureté des données. Les gens se divisaient en deux catégories, les actifs qui générèrent de la valeur et les passifs qui siphonnaient les ressources. Et cet après-midi de jeudi, il était en train d'éliminer un passif particulièrement coûteux. Richard, vos résultats du dernier trimestre sont inacceptables. Antoine ne leva même pas les yeux de l'écran de sa tablette, où des graphiques complexes dansaient en rouge. L'odeur de café froid imprégnait l'air conditionné. Votre projection avait une marge d'erreur de 7%. Dans mon monde, 7% n'est pas une marge. C'est un gouffre. Il marqua une pause, laissant le silence peser. Le genre de silence qui précède les exécutions. Vous avez 30 jours pour vider votre bureau. De l'autre côté de la table en verre de 10 mètres, Richard blêmit. La cinquantaine passée, 2 décennies dédiées à l'entreprise, et tout se terminait ainsi. En 30 secondes. Antoine, s'il vous plaît. Ma famille, mes enfants sont à l'université, Vos affaires personnelles n'entrent pas dans mes tableurs. Antoine leva enfin les yeux. Des yeux d'un gris glacial. Des yeux qui ne reflétaient rien d'autre que la logique pure. Merci pour vos services. C'est ainsi qu'il opérait. Sans sentimentalisme, sans regret. C'était cette discipline implacable qu'il avait transformé de jeune programmeur ambitieux en titan de la finance qu'il était aujourd'hui. Mais le succès avait un prix, payé en chair et en os. Sa femme l'avait quitté 3 ans plus tôt, fatiguée de rivaliser avec les bénéfices trimestriels pour le temps et l'attention de son mari. Sa fille, Mariana, qui étudiait à Paris, lui adressait à peine la parole. Leurs appels d'anniversaire duraient moins de 2 minutes. La solitude était l'impôt qu'il payait volontiers pour le privilège d'être au sommet de la chaîne alimentaire. Son téléphone sonna. La douce mélodie contrastait avec la tension qui flottait encore dans l'air. C'était Béatrice, son assistante de direction, une femme de 38 ans aussi efficace et dénuée d'émotion que lui. « Monsieur, l'hélicoptère est prêt. » Sa voix avait cette neutralité professionnelle qu'il appréciait. Le pilote signale que la pièce de rechange pour le rotor de queue est arrivée. Mais il recommande un vol d'essai avant votre voyage sur la Côte d'Azur demain. Négatif. Béatrice. Antoine rangeait déjà ses affaires, son esprit calculant les probabilités. Pas le temps pour les vols d'essai. Dites-lui d'installer la pièce et de préparer le décollage pour 17 heures, comme prévu. J'ai une réunion à 18h30 qui ne peut être reportée. Il tapota des doigts sur la table, un rare signe d'impatience. Le protocole de sécurité est surévalué. La probabilité de défaillance est de 0,012%. Inacceptable de reporter une négociation de 100 millions pour une probabilité si faible. Oui, monsieur. Béatrice ne discuta pas. Elle ne discutait jamais. Tandis qu'Antoine se préparait pour son voyage 500 mètres plus bas, au niveau de la rue où l'odeur de diesel se mêlait à celle des crêpes à emporter, la petite Léa connaissait un tout autre genre de calcul de probabilité. La probabilité de trouver assez de nourriture pour elle et son grand frère, Léo. La probabilité de ne pas se faire chasser par la police comme des rats. La probabilité que leur mère, fiévreuse dans une chambre de bonne insalubre en banlieue, survive une nuit de plus. Léa n'avait que 5 ans, mais ses yeux marrons avaient déjà vu des choses qu'aucun enfant ne devrait voir. Assise sur la marche froide d'un escalier de service, elle serrait ses genoux maigres, pendant que Léo, 12 ans, essayait de trouver un petit boulot pour distribuer des prospectus. « Reste là, petite. Tu ne bouges pas, t'as entendu ?» La voix de Léo avait ce ton protecteur que développent les enfants forcés de grandir trop vite. « Que je reviens vite avec l'argent pour les médicaments de maman. » Mais Léa était agitée. Une sensation étrange,
comme un picotement dans la nuque, l'effrayait. Une image flashait dans son esprit, insistante comme une musique entêtante. C'était un oiseau de métal, grand et bruyant, avec du feu et de la fumée noire qui jaillissaient d'un côté. Elle pouvait sentir la chaleur, entendre les cris. Elle ne savait pas ce que c'était, mais elle savait avec une certitude viscérale que c'était mauvais, très mauvais. Quand elle vit un homme en uniforme pousser un chariot de nettoyage à l'intérieur du bâtiment géant, en face duquel elle était assise, une impulsion irrésistible la submergea. L'image dans sa tête devenait plus nette, plus urgente. Sans réfléchir, profitant d'un moment de distraction du gardien, elle se faufila à l'intérieur du hall colossal. L'intérieur de la tour Moreau Finance était comme une cathédrale dédiée à un dieu inconnu. La hauteur sous plafond était vertigineuse, l'air était glacial, et tout brillait de cet éclat artificiel qui fait mal aux yeux. Léa, avec ses sandales usées et sa robe délavée, était une tache de réalité brute dans un monde d'abstraction corporate. Personne ne la remarqua. Elle était trop petite, trop insignifiante. Elle vit un panneau indiquant « ascenseur de service » et, sans savoir pourquoi, sentit qu'elle devait monter. Vers le sommet. Elle entra dans un ascenseur avec une équipe de maintenance. Personne ne lui demanda rien. Quand ils descendirent à un étage intermédiaire, elle resta là les doigts tremblants et appuya sur le seul bouton qui semblait différent. Un T pour Toit. L'ascenseur monta. Pendant ce temps, Antoine se dirigeait vers l'ascenseur privé qui le mènerait à l'héliport. Béatrice l'accompagnait, lui donnant les derniers détails de la réunion. La proposition initiale est de 90 millions. Mais mes analystes indiquent qu'ils sont prêts à monter jusqu'à 110. Je suggère de commencer la négociation à 120 pour créer une marge confortable. Excellent, Béatrice. Faites comme d'habitude. L'esprit d'Antoine était déjà à la réunion, calculant des scénarios, anticipant les objections. L'ascenseur monta en silence, un cocon de verre et d'acier, le transportant vers son royaume céleste. Quand les portes s'ouvrirent, le bruit des pales de l'hélicoptère tournant lentement emplit l'air. Le pilote était déjà dans le cockpit, effectuant les dernières vérifications. Le soleil de l'après-midi frappait l'asphalte de l'héliport, créant un éclat aveuglant qui fit plisser les yeux d'Antoine. Ce fut Béatrice qui la vit en premier. « Monsieur, qu'est-ce que c'est ?» Antoine suivit son regard. Près de l'escalier d'accès, recroquevillée comme un petit animal effrayé, se tenait une fillette. Une enfant des rues, là, sur son héliport privé, à 500 mètres de hauteur. L'improbabilité de la scène était si grande que pendant un instant, il crut avoir une hallucination. « Sécurité !» cria Béatrice dans le communicateur à son poignet, la voix aiguë de panique. « Nous avons une intrusion sur l'héliport. Niveau d'urgence maximum. » Léa, en voyant les deux s'approcher à pas rapides, sentit une peur paralysante. Mais l'image dans sa tête était plus forte maintenant, plus claire. L'oiseau de métal qui explose. Le feu, la fumée, elle savait, avec une certitude qui ne venait pas de son esprit de 5 ans, qu'elle devait prévenir cet homme en costume. « Monsieur, n'entrez pas là-dedans !» cria-t-elle, sa petite voix presque perdue dans le bruit des pales. « S'il vous plaît. » Antoine s'arrêta, l'irritation peinte sur son visage. Comment diable cette gamine était-elle arrivée là? C'était une faille de sécurité inacceptable. Des têtes allaient tomber. « Faites sortir cet enfant d'ici, Béatrice. Tout de suite. Je suis en retard. » 2 gardes du corps costaud montèrent en courant par l'escalier de secours, se déplaçant rapidement vers Léa. Leurs pas résonnaient sur le béton. « Non !» hurla Léa, le désespoir dans la voix. « Il va exploser! L'hélicoptère va exploser !» Les mots flottèrent dans l'air. Absurde, surréaliste. Le pilote, entendant le cri à travers la vitre du cockpit, se mit à rire. Béatrice regarda Antoine avec une expression qui disait clairement « C'est une blague ». Antoine sentit une vague de fureur monter en lui. Était-ce une menace? Une plaisanterie de mauvais goût? Du terrorisme infantile? Emmenez-la, ordonna-t-il aux gardes, qui saisirent les bras maigres de Léa avec une fermeté professionnelle. Attendez, cria Léa de toutes ses forces, tandis qu'on la traînait. Des larmes coulaient sur son visage sale. La peur dans ses yeux était si authentique, si viscérale, que l'irritation d'Antoine laissa place. Une fraction de seconde, à une pointe de doute. Elle se débattait, ses petits yeux écarquillés fixés sur lui. Et c'est alors qu'elle dit « Le boulon du moteur gauche est desserré. La fumée sortira de là en premier. »
S'il vous plaît, monsieur, n'y allez pas. Le monde d'Antoine Moreau s'arrêta. Ce n'était pas l'avertissement. C'était le détail. Le boulon du moteur gauche, comment? Comment une enfant de 5 ans, une mendiante illettrée, pouvait-elle inventer un détail technique aussi spécifique? Ce n'était pas « le moteur va prendre feu ». C'était le boulon du moteur gauche. La précision de l'information était un missile qui transperça son armure de logique et de scepticisme. Son esprit de superordinateur se mit à boguer. La probabilité qu'une enfant au hasard invente cette phrase spécifique était infinitésimale, si faible qu'elle devenait en elle-même une donnée statistiquement significative, une donnée qui ne pouvait être ignorée. Arrêtez. Sa voix trancha l'air comme un fouet. Les gardes se figèrent, confus, tenant toujours la fillette en pleurs. « Monsieur, nous ne pouvons pas être en retard. » Béatrice était tendue, la tablette tremblant dans ses mains. Cette fille est de toute évidence dérangée. « Nous devons. » Qu'a-t-elle dit? L'interrompit Antoine, ignorant complètement Béatrice. Ses yeux gris étaient fixés sur les gardes. Elle a dit quelque chose à propos d'un boulon dans le moteur gauche. « Ah, monsieur !» L'un des gardes était clairement embarrassé, comme s'il rapportait une information ridicule. Antoine regarda l'hélicoptère, puis la fillette, puis de nouveau l'hélicoptère. Son esprit, ce superordinateur entraîné à calculer les risques en millisecondes, se bloqua sur une équation impossible. Retarder le voyage signifiait un risque financier, une perte possible de millions, des relations commerciales ébranlées, une réputation remise en question. Mais ignorer l'avertissement, aussi absurde soit-il et avoir tort, signifiait l'anéantissement total. Le vent froid de l'héliport lui soufflait au visage. Il pouvait sentir le goût métallique de la peur dans sa bouche, un goût qu'il n'avait pas connu depuis des années. La logique hurlait que c'était absurde. Mais la donnée anormale clignotait en rouge dans son cerveau, insistante comme une alarme incendie. Il se tourna vers le pilote, qui l'observait à travers la vitre du cockpit avec une expression confuse. Couper les moteurs. La voix d'Antoine était ferme, mais son cœur battait la chamade. « Je veux une vérification complète de la turbine gauche, maintenant. » Le pilote le regarda incrédule en levant son casque. Béatrice blêmit. « Antoine, c'est de la folie. Nous allons manquer la réunion. Tout ça à cause d'une enfant des rues en plein délire? »« Je ne vous ai pas demandé votre avis, Béatrice, » répondit-il, son ton glacial ne laissant aucune place à la discussion. « J'ai dit de vérifier le moteur. » Il marcha jusqu'à Léa. Les gardes l'avaient lâché, mais restaient à proximité. La fillette le regardait, le visage mouillé de larmes, mais avec un soulagement évident dans ses yeux marrons. Antoine s'accroupit devant elle. C'était quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Ses genoux craquèrent. « Comment savais-tu » demanda-t-il, la voix basse, urgente. L'odeur de poussière et de sueur enfantine envahit ses narines. « Comment savais-tu pour le boulon ?»« Je sais pas » murmura Léa en se recroquevillant. Les mots sortaient entrecoupés. « J'ai vu dans ma tête le feu qui sortait de là. » Elle pointa son petit doigt tremblant vers le moteur gauche de l'hélicoptère. Pendant qu'il parlait, le pilote et un mécanicien appelé en urgence ouvrirent le compartiment moteur. Antoine, Béatrice et les gardes observaient dans un silence si tendu qu'il semblait solide. Le bruit des outils résonnait sur l'héliport. 5 minutes passèrent, puis 10. Alors le mécanicien s'écarta de la turbine. Son visage était pâle comme de la cire. Il marcha lentement vers Antoine, les jambes flageolantes, tenant quelque chose de petit et métallique dans sa main tremblante. C'était un boulon en titane, l'un des boulons de maintien de la chambre de combustion. Et il était presque complètement desserré. Mon Dieu! La voix du mécanicien sortit comme un murmure rauque. Il ne tenait plus que par un filet, littéralement un filet. Avec les vibrations, la surchauffe. Encore 10, peut-être 15 minutes de vol. Il déglutit. La turbine se serait désintégrée. Ça aurait été une explosion catastrophique. Monsieur Moreau, je ne sais pas comment s'est passé lors de la dernière révision. Un silence de mort tomba sur l'héliport. Le vent froid semblait se moquer d'eux, sifflant entre les structures métalliques. Béatrice porta la main à sa bouche, l'horreur gravée sur chaque trait de son visage. Les gardes se regardèrent, pâles, leur formation militaire inutile face à cette révélation. Antoine sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il regarda le boulon dans la main du mécanicien, puis le moteur silencieux, et enfin la petite silhouette devant lui. La fillette de 5 ans qui, avec un avertissement impossible, venait de lui sauver la vie.
la logique, les données, les probabilités. Tout le socle sur lequel il avait construit son existence, tout s'effondra en poussière à cet instant. Devant lui se trouvait un fait que son esprit ne pouvait pas traiter, mais que son corps, encore tremblant d'adrénaline, savait être la plus absolue des vérités. Lee avait été à quelques minutes de la mort, et il avait été sauvé par la plus improbable des... un messagère. Il se tourna de nouveau vers Léa. Elle ne semblait pas triomphante, ni fière d'avoir eu raison. Elle semblait juste fatiguée, une enfant épuisée qui voulait rentrer chez elle. Il vit les cernes profonds sous ses yeux, la maigreur de ses bras, la poussière collée à ses pieds nus, les ongles sales, la robe qui avait été rose un jour, mais qui était maintenant d'une couleur indéfinie. Et pour la première fois depuis très très longtemps, Antoine Moreau ne vit pas un passif ou une variable sur un tableur. Il vit une enfant qui, d'une manière ou d'une autre, détenait un pouvoir que sa fortune de milliardaire ne pourrait jamais acheter. À ce moment, au sommet de son empire de verre et d'acier, l'homme le plus puissant de Paris se sentit petit, ignorant et profondément redevable. Il ne savait pas qui était cette fille, d'où elle venait, ni comment elle savait ce qu'elle savait, mais une certitude se forma dans sa poitrine, une certitude aussi forte que celle qu'il avait ressentie à propos de l'imminence de la mort quelques minutes plus tôt. Sa vie et la sienne étaient, à partir de cet instant, irrévocablement liées, et plus rien ne serait jamais comme avant. Le son du boulon en titane tombant dans la paume du mécanicien résonna dans le silence terrifié de l'héliport. C'était le son le plus fort qu'Antoine Moreau ait jamais entendu, un point final à la vie qu'il connaissait et le prologue d'une réalité que son esprit logique refusait d'accepter. Il regarda la pièce métallique, puis le moteur ouvert de l'hélicoptère, et enfin la petite silhouette recroquevillée que les gardes regardèrent maintenant avec un mélange de crainte et de révérence. Béatrice était blême, la bouche entr'ouverte, la tablette avec les données de la réunion à 100 millions oubliées dans ses mains. Son rouge à lèvres vif contrastait avec la pâleur de son visage. « Monsieur, balbutia-t-elle, la voix défaillante, nous aurions pu... Je sais ce que nous aurions pu, Béatrice, coupa Antoine, la voix basse et rauque. La fureur avait laissé place à une sorte de choc froid. Il se sentait comme un homme qui venait d'être poussé du haut de son propre immeuble, mais qui avait survécu à la chute. Je sais. Ignorant tout le monde autour de lui, il marcha jusqu'à Léa. La fillette pleurait encore doucement, effrayée par l'agitation qu'elle avait provoquée. Son petit corps tremblait. Il s'agenouilla de nouveau, cette fois non pas avec l'urgence d'un interrogateur, mais avec l'hésitation d'un homme face à l'inexplicable. « Ne pleure pas. » Les mots sortirent étranges, maladroits. Il n'était pas un homme qui offrait du réconfort. Il ne savait pas comment faire. « Tu nous as sauvés. Tout va bien maintenant. » Mais même en disant cela, son esprit travaillait déjà. Qui était cet enfant? D'où venait cette connaissance impossible? Que savait-elle d'autre? Hale se releva et prit une décision qui allait à l'encontre de tous ses instincts de confidentialité et de contrôle. Alain. Il appela son chef de la sécurité, un homme de 2 mètres, avec une cicatrice au menton. Emmenez la petite dans mon penthouse. Donnez-lui tout ce qu'elle veut manger, tout ce qu'elle veut boire, et ne la quittez pas des yeux une seule seconde. Compris? Alain hocha la tête, surpris mais professionnel. Antoine se tourna vers Béatrice. Annulez la réunion sur la Côte d'Azur. Annulez mon agenda pour le reste de la semaine. Sa voix avait cette fermeté qui n'admettait aucune contestation. Personne ne m'appelle, personne ne me cherche. La seule priorité maintenant est de découvrir qui est cet enfant et d'où elle vient. Le retour dans l'ascenseur privé fut encore plus silencieux que la montée. Léa, maintenant sous la garde de l'immense mais doux Alain, regardait tout avec des yeux écarquillés. La peur laissait place à une curiosité enfantine. Pour elle, ce cube de verre montant et descendant était plus fascinant que l'hélicoptère. Les reflets sur les parois en miroir créaient d'infinies versions d'elle-même. Une petite fille multipliée à l'infini. Au penthouse, l'ordre d'Antoine fut exécuté à la lettre. La cuisinière particulière, Madame Dubois, alertée par Béatrice, prépara un festin improvisé. Sandwich au jambon fromage, gâteau au chocolat encore chaud, jus d'orange et de fraises frais, des fruits coupés en forme d'étoiles. Mais Léa toucha à peine à la nourriture. Assise dans un fauteuil design italien qui valait plus qu'une voiture, elle semblait perdue. Un petit fantôme dans un palais de verre. « Tu n'as pas faim ?» demanda Antoine, s'asseyant à une distance respectueuse. Il tenait une tasse de café qui refroidissait dans ses mains.
Léa secoua la tête. Ses yeux étaient fixés sur la fenêtre, cherchant quelque chose au dehors. « Je veux mon frère. » Sa voix était un murmure. « Et ma maman. Elle est malade. » La mention de sa famille ramena la situation sur terre. Cette fille n'était pas un oracle, un ange ou un phénomène paranormal à étudier. C'était une enfant perdue, avec une famille qui, quelque part en bas dans la ville qu'il observait de haut, avait besoin d'elle, la cherchait, désespérément. Et lui, Antoine, lui devait la vie. Une dette d'une telle ampleur qu'il ne pouvait même pas commencer à la calculer. « Nous allons les retrouver », dit Antoine avec une conviction qui le surprit lui-même. « Comment s'appelle ton frère ?»« Léo. » Une larme coula sur le visage de Léa. « Il a 12 ans. Il est courageux. Et ta mère, où est-elle ?»« Dans notre maison. » Léa haussa les épaules. « Il fait chaud là-bas, mais elle tousse beaucoup. » L'inquiétude revint dans ses yeux, plus intense maintenant. Antoine appela Alain. Le chef de la sécurité s'approcha à pas silencieux, malgré sa taille. La petite a dit que son frère s'appelle Léo, 12 ans, et que sa mère est malade. La dernière fois qu'elle l'a vu, c'était près de notre immeuble. Antoine parlait vite, les ordres précis. « Trouvez-les. Utilisez toutes les ressources nécessaires, discrètement, et amenez-les ici. » Alors que l'équipe de sécurité d'Antoine, plus habituée à traquer des rivaux d'affaires que des familles de banlieue, commençait ses recherches, Antoine se retrouva dans la position la plus inconfortable de sa vie, s'occuper d'une enfant. Il essaya de la distraire. Il lui montra la télévision de 80 pouces avec une image 8K, la collection d'art abstrait qui avait coûté des millions. La cave à vin climatisée avec des vins de 3 continents. Léa regardait tout avec une politesse ennuyée. La seule chose qui sembla éveiller son intérêt fut une petite sculpture d'un oiseau en métal tordu, une pièce d'art contemporain qu'il avait achetée aux enchères à New York. « On dirait l'hélicoptère », dit-elle en touchant la pièce du bout du doigt. Le métal était froid sous ses doigts. « Tu avais déjà vu une chose comme ça avant, Léa ?»« Un hélicoptère ?» demanda Antoine, essayant de comprendre l'origine de la prémonition. Son esprit analytique ne pouvait pas se reposer sans réponse. « Non, seulement dans ma tête », répondit-elle avec la simplicité déconcertante des enfants. La réponse ne le satisfit pas. Son esprit logique cherchait des schémas, des causes, des effets, des corrélations. Une explication rationnelle. Il n'y avait rien. Juste l'inexplicable. La recherche de Léo et de la mère de Léa dura 3 heures. 3 heures pendant lesquelles Antoine fit les 100 pas dans son penthouse, ressentant une anxiété qui ne concernait ni les affaires ni l'argent. Elle concernait une promesse implicite faite à une fillette de 5 ans. Une promesse qu'il découvrait, à sa grande surprise, qu'il ne pouvait pas rompre. Le soleil commença à se coucher, teintant le ciel d'orange et de rouge. Finalement, Alain appela « Monsieur, nous les avons trouvés. » La voix du chef de la sécurité avait une note d'urgence. « Ils sont dans un squat au fond d'un théâtre abandonné, à une dizaine de rues d'ici. » Le garçon Léo est désespéré, il cherche sa sœur. Il a même alerté la police de proximité. « La mère ?»« La mère semble très malade, monsieur. Les conditions sont déplorables. »« J'y vais, » dit Antoine sans hésiter. « Monsieur, il serait peut-être préférable de les amener ici. L'endroit n'est pas... » « Non, Alain, j'y vais. » Sa voix n'admettait aucune discussion. « Préparez la voiture. » Le trajet de la tour de verre au cœur de la pauvreté de la ville fut une descente dans un monde qu'Antoine ne connaissait que par les statistiques des rapports d'ONG que sa fondation soutenait à des fins de déduction fiscale. La voiture de luxe, une Mercedes blindée, naviguait dans des rues défoncées. L'odeur d'égout et de fumée envahissait même l'air conditionné hermétique. Des enfants pieds nus jouaient au foot dans la rue. Des femmes discutaient sur les trottoirs défoncés. Des chiens errants dormaient à l'ombre. C'était un autre pays, à quelques kilomètres seulement de son monde. Quand la voiture s'arrêta devant le théâtre en ruine, un vieux bâtiment à la façade décrépite et aux fenêtres brisées, Antoine ressentit un profond malaise. Lui, l'homme qui vivait dans le ciel, était sur le point d'entrer dans l'enfer de quelqu'un d'autre. Alain le guida par l'entrée latérale. L'endroit était un amoncellement de cartons, de bâches et de morceaux de bois, abritant quelques familles que le monde avait oubliées. L'odeur était celle de l'humidité, de la moisissure et du désespoir. Dans un coin éclairé par une ampoule nue suspendue à un fil, il vit un garçon maigre, 12 ans, peut-être moins, le visage taché de larmes et de panique. Il décrivait sa petite sœur à un policier de quartier qui notait tout dans un carnet usé. C'était Léo. « Léo !» appela Antoine.
Le garçon se retourna méfiant. Ses yeux étaient les mêmes que ceux de Léa, marrons et expressifs. « Vous êtes qui ?»« Ta sœur Léa est avec moi. Elle est en sécurité. » Antoine fit un pas en avant, les mains ouvertes. « Je suis venu vous chercher. » Le soulagement sur le visage de Léo fut immédiat, mais rapidement suivi par une vague de suspicion. « Comment ça, elle est avec vous ? Où elle est ? Qu'est-ce que vous lui avez fait ? » « Elle est chez moi. C'est une longue histoire, mais d'abord... » Antoine marqua une pause. « D'abord, je dois voir votre mère. » Léo le guida jusqu'à une alcôve improvisée, séparée des autres par de vieux rideaux. Le passage était étroit, ses vêtements coûteux frôlant les murs sales. La scène qu'Antoine vit le frappa plus fort que la quasi-explosion de l'hélicoptère. Sur un matelas fin et sale posé au sol, une jeune femme était allongée. Elle ne devait pas avoir plus de 30 ans, mais semblait plus vieille. Son visage était pâle et en sueur. Sa respiration était rapide et superficielle, sifflante à chaque inspiration. Le son de sa toux était faible, épuisé. C'était clair. « Maman, ce monsieur dit que Léa est avec lui, » murmura Léo en s'agenouillant à côté du matelas. Claire ouvrit difficilement les yeux. C'étaient des yeux marrons, les mêmes que ceux de ses enfants, mais obscurcis par la fièvre et la douleur. Il y avait une beauté résiduelle sur son visage, cachée sous la souffrance. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, la voix un mince filet. « Je m'appelle Antoine Moreau » dit-il, s'agenouillant à côté du matelas sans se soucier de la saleté ou de l'odeur de moisi qui imprégnait tout. « Votre fille, Léa. Elle m'a sauvé aujourd'hui. Elle m'a sauvé la vie. Et je suis ici pour vous le rendre. » Il prit une profonde inspiration. « Je veux vous emmener chez moi. J'ai des médecins, j'ai des ressources. Je peux aider votre mère à guérir. » Claire et Léo le regardèrent, stupéfaits. Un milliardaire là, dans leur abri misérable, offrant son aide. Cela ressemblait à un délire de fièvre. Une hallucination. « Pourquoi feriez-vous ça ?» demanda Claire, la méfiance naturelle de celle que la vie n'avait appris qu'à attendre le pire. « Personne ne fait rien gratuitement. »« Qu'est-ce que vous voulez ?»« Parce que j'ai une dette envers votre fille que je ne pourrai jamais payer complètement, » dit Antoine. Et il réalisa que c'était la pure vérité. « Mais je dois commencer quelque part. S'il vous plaît, laissez-moi vous aider. » La sincérité et le désespoir dans la voix d'Antoine étaient indéniables. Claire, trop faible pour discuter, et voyant la seule chance d'obtenir de l'aide pour elle et ses enfants, hocha faiblement la tête. L'opération fut rapide et efficace. En moins d'1 heure, Claire fut soigneusement transportée sur une civière improvisée. Léo et Léa, enfin réunis, se serrèrent fort dans les bras. Au penthouse, le docteur Martin, médecin personnel d'Antoine, attendait déjà. C'était un homme de 60 ans, compétent et discret. Le diagnostic fut rapide et sombre. « Pneumonie bactérienne sévère », dit le docteur Martin en retirant son stéthoscope, aggravée par la dénutrition. Son système immunitaire est compromis. Elle a besoin d'antibiotiques par intraveineuse immédiatement. D'hydratation, d'un soutien nutritionnel. Encore quelques jours sans traitement et... Il n'eut pas besoin de finir sa phrase. Claire fut immédiatement mise sous traitement. Une suite d'invités du penthouse fut transformée en mini-hôpital. Tandis que leur mère dormait sous l'effet des médicaments, Léo et Léa exploraient leur nouvel environnement. Émerveillés et effrayés à la fois, ils touchaient les objets avec révérence, comme s'ils étaient dans un musée. Antoine les observait. Une famille brisée, unie seulement par l'amour et le besoin, et il sentait le poids de sa nouvelle responsabilité. Léa avait sauvé sa vie physique. Mais peut-être, juste peut-être, pouvait-il sauver la vie de cette famille d'une manière différente. Les jours suivants, le penthouse d'Antoine se transforma. Le silence de mort fut remplacé par les voix des enfants. Des rires résonnaient dans les couloirs qui n'avaient reconnu que le son de pas solitaires. Claire, sous les soins du docteur Martin, commença à se rétablir lentement. La couleur revint sur son visage. La toux diminua. Antoine se retrouva dans un rôle qu'il n'aurait jamais imaginé. S'occuper de gens non par obligation ou philanthropie calculée, mais parce qu'il s'en souciait sincèrement. Il lisait des histoires à Léa avant de dormir. Il essayait d'aider Léo avec des problèmes de maths que le garçon avait appris dans la rue et que, étonnamment, il résolvait avec une logique propre et brillante. Il avait de longues conversations avec Claire quand elle se sentait plus forte. Et c'est dans ces conversations qu'il découvrit leur histoire. Claire était veuve. Son mari, un ouvrier du bâtiment, était mort dans un accident de travail 2 ans plus tôt quand une poutre mal fixée lui était tombée dessus.
la laissant avec 2 jeunes enfants et aucune économie, aucune indemnité, juste des dettes. Elle s'était battue, faisant des ménages, vendant des gâteaux dans la rue, n'importe quoi. Mais la maladie récente l'avait complètement terrassée. « Je croyais que j'allais mourir », dit Claire un soir, sa voix encore faible mais plus ferme. « Je croyais que mes enfants allaient se retrouver seuls. Et puis Léa a disparu, et j'ai cru que j'avais tout perdu. » Des larmes coulaient sur son visage. Vous n'imaginez pas ce que c'est, de n'avoir rien, de ne pas pouvoir protéger ses enfants. Mais Antoine commençait à imaginer. Pour la première fois de sa vie, il comprenait qu'il y avait des choses plus précieuses que l'argent. Pendant ce temps, il essayait de comprendre le don de Léa. Il la questionnait subtilement, mais il n'y avait pas de réponse logique. La fillette n'avait pas d'autre prémonition. C'était une enfant normale, douce et enjouée. Elle aimait dessiner. Elle avait peur du noir. Elle aimait sa famille par-dessus tout. L'image de l'hélicoptère avait été un événement unique, inexplicable. Il dut accepter, à l'horreur absolue de son esprit rationnel, qu'il existe des choses dans l'univers qui ne peuvent être mises dans un tableur. Mais alors que cette nouvelle et fragile dynamique familiale se formait, alors qu'Antoine apprenait à sourire vraiment, à rire sans calculer les retours sur investissement, alors qu'il découvrait le simple plaisir d'un câlin d'enfant, une ombre se déplaçait dans les profondeurs, parce qu'Antoine ne pouvait se défaire d'une question qui martelait son esprit bille chaque nuit. Pourquoi le boulon de l'hélicoptère était-il desserré? Les accidents arrivent. Mais cette défaillance était trop primaire, trop évidente. Et la pièce de rechange avait été installée juste avant. Son esprit d'homme d'affaires, entraîné pendant des décennies à identifier les risques et les menaces, les schémas et les anomalies, ne pouvait pas se reposer. Quelque chose n'allait pas, quelque chose que son instinct de prédateur flairait. Il contacta Silas. Silas était un enquêteur privé qu'Antoine avait engagé à d'autres occasions pour des affaires délicates. Un homme discret, efficace, sans scrupules quand c'était nécessaire. « Silas, je veux que vous enquêtiez sur la maintenance de mon hélicoptère », dit Antoine lors d'un appel crypté. « Chaque pièce, chaque mécanicien, chaque fournisseur. Je veux savoir pourquoi ce boulon était desserré. Et je le veux pour hier. Compris, monsieur Moreau. Je ne laisserai aucune pierre non retournée. » La paix dans le Penthouse était une bulle fragile, sur le point d'éclater, car à l'extérieur, dans le monde des affaires, l'absence d'Antoine et l'annulation de sa réunion sur la Côte d'Azur avaient suscité des spéculations. Et quelqu'un en profitait, quelqu'un qui avait vu dans la quasi-mort d'Antoine non pas une tragédie évitée, mais une opportunité manquée, et pas. Ce quelqu'un préparait son prochain coup. Là, première attaque prit la forme d'un entrefilet dans une chronique mondaine du principal journal économique. Le célèbre homme d'affaires Antoine Moreau, connu pour sa discrétion et son approche calculatrice, annule un voyage crucial et est aperçu dans les quartiers défavorisés de la capitale. Des sources proches expriment leur inquiétude quant à son intérêt soudain et obsessionnel pour la philanthropie. On spécule sur une possible crise mystique ou de conscience après un incident mineur avec son aéronef. Les investisseurs sont préoccupés par la stabilité mentale du PDG. La note était anonyme, mais l'intention était claire comme de l'eau de roche. Faire passer Antoine pour instable, saper sa crédibilité, faire douter le marché. Antoine lut la chronique et sentit une fureur froide lui parcourir l'échine. C'était l'œuvre d'un rival. Mais qui? La réponse arriva une semaine plus tard, dans le rapport préliminaire de Silas. Et quand Antoine le lut, son sang se glaça. Monsieur Moreau, la pièce de rechange du rotor a été fournie par Aérotech, une filiale d'une société que nous avons déjà examinée par le passé. Et il y a plus. Le mécanicien qui a fait l'installation a démissionné 2 jours après l'incident et a disparu. Volatilisé. Nous essayons de le localiser. Mais il savait comment disparaître. Antoine s'assit lourdement. Aérotech, répéta-t-il, son esprit travaillant à toute vitesse. Vérifiez qui sont les principaux actionnaire de la société mère. La confirmation arriva quelques heures plus tard, et ce fut comme un coup de poing dans l'estomac. L'actionnaire majoritaire de la société qui contrôlait Aérotech était Marc. Bastien Marc, l'homme d'affaires dont Antoine avait conduit l'entreprise à la faillite lors d'une OPA hostile 6 mois plus tôt. L'homme qui, le jour où il avait signé les papiers de la liquidation, avait regardé Antoine dans les yeux et dit « Tu me le paieras, Moreau, d'une manière ou d'une autre. »
La vérité explosa dans son esprit comme une bombe. Ce n'était pas un accident, c'était un sabotage. Marc avait essayé de le tuer. Ce même soir, alors qu'il digérait l'information terrifiante, alors qu'il essayait de décider quoi faire, Antoine reçut un message sur son téléphone sécurisé, d'un numéro non identifié. Il n'y avait pas de texte, juste une photo. C'était une photo de Léa et Léo, prise avec un téléobjectif. Ils jouaient sur l'aire de jeu qui se trouvait sur le toit terrasse de l'immeuble, un endroit qui aurait dû être impénétrable, inviolable. Sous la photo, une seule phrase, actifs et passifs. Parfois, ce que tu penses être un actif peut devenir ton plus grand passif. Fais attention, Moreau. Le téléphone glissa des mains d'Antoine. Son sang se glaça complètement. Marc ne savait pas seulement qu'il avait survécu. Il savait pour les enfants. Il savait qu'Antoine tenait à eux et il les utilisait comme une menace. La bulle de sécurité avait éclaté de manière violente. Le danger n'était plus un souvenir. C'était une menace réelle, présente, qui respirait le même air. Et elle visait le nouveau et fragile cœur de sa vie, cette famille qu'il avait accueillie. La dette qu'il ressentait envers Léa pour lui avoir sauvé la vie était sur le point d'être réclamée d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Et cette fois, il n'y aurait pas d'avertissement. Il n'y aurait pas de fillette avec une prémonition pour le sauver. Cette fois, il allait devoir se battre. Le message anonyme sur le portable d'Antoine n'était pas une menace. C'était une déclaration de guerre. Le visage pixelisé de Léa et Léo, capturés par un objectif ennemi, transforma le penthouse de luxe en une prison de verre. Le sentiment de sécurité que l'argent et la technologie de pointe procuraient vola en éclats en un instant. Le monstre n'était plus à l'extérieur des portes. Il regardait à l'intérieur. Et son regard était fixé sur les deux enfants qui étaient devenus en quelques semaines le centre de l'univers d'Antoine. La réaction d'Antoine fut immédiate, instinctive et totale. Le PDG calculateur laissa place au prédateur protégeant sa progéniture. « Alain !» cria-t-il dans le communicateur, la voix si dure que son chef de la sécurité, un homme habitué aux crises, sentit un frisson. « Confinement total. Personne n'entre, personne ne sort de cet immeuble sans mon autorisation express. » Il faisait les 100 pas, le téléphone collé à l'oreille. Doubler la sécurité à tous les accès. Je veux une surveillance 24h/24 dans les couloirs, le garage, chaque ascenseur. Les enfants ne sortent pas de cet appartement sous aucun prétexte. Les baies vitrées de la terrasse doivent être verrouillées et couvertes. Nous sommes en guerre. L'atmosphère dans le penthouse changea du jour au lendemain. La légèreté qui avait commencé à s'épanouir avec les rires des enfants fut remplacée par une tension palpable. Des gardes en costume sombre et au visage sérieux patrouillaient maintenant discrètement les couloirs. Leurs armes, discrètes mais présentes, créaient une énergie pesante. Les rideaux, autrefois ouverts sur la vue imprenable de la ville, restaient désormais presque toujours fermés. La lumière naturelle fut remplacée par un éclairage artificiel qui donnait à tout une teinte jaunâtre et maladive. Léo et Léa sentirent immédiatement le changement. « Pourquoi on ne peut pas aller sur l'aire de jeu, Antoine ?» demanda Léo, le visage collé à la vitre, regardant le petit terrain de jeu sur la terrasse désormais interdit. Ses balançoires vides se balançaient au gré du vent. « J'en jouais tout le temps là-bas. »« C'est juste pour quelques jours, champion, » mentit Antoine, se détestant pour cela. « Je dois régler un problème au travail. » Il voyait la peur et la confusion dans les yeux des enfants. La culpabilité le rongeait de l'intérieur comme de l'acide. Il les avait fait entrer dans sa vie pour les sauver de la pauvreté et de l'abandon, seulement pour les plonger dans un nouveau type de danger, un danger invisible, mais bien plus mortel. Marc Bastien n'était pas la faim ou le froid. C'était un prédateur intelligent et sans scrupules. Un homme qui calculait les morts comme d'autres, calcule les profits. Claire, qui se remettait à vue d'œil, remarqua également le changement de comportement d'Antoine. Il dormait à peine. Il passait ses nuits dans son bureau, en téléconférence à voix basse, les épaules tendues, le visage éclairé uniquement par la lumière froide des écrans. Pendant la journée, il était surprotecteur avec les enfants, mais aussi étrangement distant, comme s'il craignait que sa propre présence puisse les contaminer avec le danger qui les entourait. Pendant ce temps, l'offensive de Marc se poursuivait dans les journaux. Le récit qu'il distillait dans les médias était subtil et venimeux. Des articles parlaient
du comportement erratique d'Antoine Moreau depuis l'incident de l'hélicoptère. Des sources anonymes exprimaient leur inquiétude face à sa philanthropie soudaine et obsessionnelle. On insinuait qu'il était manipulé par une famille d'opportunistes. L'histoire était habilement construite pour dépeindre Antoine non pas comme une victime, mais comme un homme qui avait perdu la raison, une cible facile pour les spéculateurs, une source d'instabilité pour ses propres entreprises. La pression fonctionnait. Le conseil d'administration de Moreau Finance commença à poser des questions embarrassantes. Des partenaires commerciaux appelaient pour exprimer leur inquiétude. Des investisseurs demandèrent des réunions urgentes. L'empire d'Antoine, construit sur une réputation de logique et de contrôle implacable, commençait à trembler, parce que son chef agissait, pour la première fois, avec son cœur. Le point de rupture d'Antoine survint une nuit pluvieuse, une semaine après le début du confinement. Il était dans son bureau, regardant les lumières de la ville en contrebas. La pluie coulait sur les fenêtres comme des larmes. Il se sentait plus isolé que jamais. L'ironie était écrasante. Lui, l'homme qui pouvait tout acheter, ne pouvait pas acheter la sécurité des personnes qu'il en était venu à aimer. Sa richesse n'était pas un bouclier. C'était une cible. Sa présence n'était pas une protection. C'était un aimant à danger. La logique froide qui l'avait guidé toute sa vie se mit à hurler dans son esprit. L'équation était simple et brutale. La variable de risque, c'était lui. La menace, c'était Marc. La cible, à travers lui, était la famille de Claire. Pour éliminer le risque, il devait se retirer de l'équation. Il devait les renvoyer, loin, dans un endroit où Marc ne pourrait pas les atteindre, où ils seraient en sécurité, même si cela signifiait vivre loin de lui. Il prit la décision la plus douloureuse de sa vie. Il allait leur fournir de nouvelles identités. Acheter une maison dans un autre pays, la Nouvelle-Zélande peut-être, ou le Canada. Il créerait un fonds fiduciaire qui assurerait leur avenir pour toujours. Ils seraient en sécurité. Et il redeviendrait ce qu'il avait toujours été, seul. L'idée était logique, rationnelle, la stratégie d'un maître d'échecs sacrifiant sa reine pour sauver la partie. Et cette pensée le mit en pièces. Quand Claire entra dans le bureau ce soir-là, elle le trouva debout, de dos, regardant la pluie qui coulait sur la paroi de verre. Ses épaules étaient affaissées, vaincues. « Antoine, ça va ?» demanda-t-elle d'une voix douce. Elle était plus forte maintenant, la pneumonie complètement guérie. Et l'inquiétude dans ses yeux était pour lui. « Non, Claire, dit-il sans se retourner. » Sa voix était dénuée d'émotion, la même voix qu'il avait utilisée pour renvoyer Richard des semaines plus tôt. « Ça ne va pas. J'ai pris une décision. » Il prit une profonde inspiration. « Vous devez partir. » Claire sentit son cœur se serrer. « Partir? Pour où? Qu'est-ce qui s'est passé? » « Ce qui s'est passé, c'est que j'ai été un imbécile, » dit-il en se tournant pour lui faire face. Son visage était un masque de maîtrise de soi, mais ses yeux gris trahissaient son agonie. « J'ai cru que je pouvais vous protéger, que mon argent, mon pouvoir suffirait, mais je me suis trompé. » Il lui montra la photo sur son portable. L'image de Léa et Léo sur l'aire de jeu. « Ma présence dans vos vies n'est pas une protection. C'est un danger. L'homme qui a essayé de me tuer, c'est maintenant pour vous. Et il n'hésitera pas à vous utiliser pour m'atteindre. » Il lui expliqua pour Marc, pour le sabotage, pour la menace silencieuse mais mortelle. « J'ai déjà tout organisé. » Sa voix était ferme, mais il y avait une fissure. « De nouvelles identités. Une maison en Suisse, loin de tout. Assez d'argent pour que vous n'ayez plus jamais à vous soucier de rien. Vous partirez dans 48 heures. C'est le seul moyen de garantir votre sécurité. » Claire écouta tout en silence, le menton haut, les yeux marrons fixés sur les siens. Quand il eut terminé, elle ne pleura pas. Elle ne supplia pas. La femme qu'il s'attendait à voir s'effondrer croisa plutôt les bras. « Non, » dit-elle. Le mot, si simple, si définitif, le prit par surprise. « Non. » « Qu'est-ce que tu veux dire par non, Claire ?» Antoine sentit la frustration monter. « Tu n'as pas compris. Vous êtes en danger de mort. »« J'ai parfaitement compris, » répondit-elle, la voix calme mais avec une force qu'il n'avait jamais entendue auparavant. « Ce que vous ne semblez pas comprendre, Antoine, c'est que vous ne pouvez plus prendre de décision pour nous. Nous ne sommes pas vos employés, ni vos protégés. » Elle fit un pas en avant. « Nous sommes votre famille. Et les familles ne se séparent pas quand le danger arrive. Elles se battent ensemble. » « Se battre ?» Antoine faillit rire, un son amer. « Se battre contre quoi, Claire ? Contre un homme qui engage des tueurs, qui n'a aucun scrupule. Ce n'est pas une bagarre de rue. C'est un jeu que vous ne pouvez pas gagner.
Peut-être pas avec vos armes, dit-elle en s'approchant de lui. Ses yeux brillaient de détermination. Mais nous avons les nôtres. Vous nous avez sortis de la misère. Vous nous avez donné une maison, la santé. Vous nous avez appris à ne pas avoir peur du manque d'argent. Elle posa une main sur son bras. Maintenant, laissez-nous vous apprendre à ne pas avoir peur des hommes comme Marc. Fuir, c'est ce qu'il veut. Que vous vous isoliez, que vous vous sentiez faible, que vous redeveniez l'homme solitaire et gris que vous étiez avant. Sa voix devint plus douce, mais pas moins ferme. Nous n'allons pas lui donner cette victoire. Ces mots frappèrent Antoine avec la force d'une révélation. Il avait passé sa vie entière à mener des batailles d'entreprise. Mais celle-ci était une bataille pour son âme, et il était sur le point de se rendre avant même de combattre. La force de cette femme, son refus d'être une victime, sa foi inébranlable en lui et en leur unité. C'était l'antidote au poison de la logique froide qui le paralysait. Que suggères-tu que nous fassions alors » demanda-t-il, la voix maintenant incertaine. Vulnérable. « Je suggère que vous arrêtiez d'essayer de nous protéger de lui, » dit Claire, « et que vous commenciez à vous battre avec nous. Vous avez Silas l'enquêteur. Il a découvert pour Marc. Demandez-lui de creuser plus profond. » Ses yeux brillaient d'une intelligence pratique. Les hommes comme Marc laissent toujours des traces. Ils ont toujours d'autres secrets. Trouvez sa faiblesse. Et puis utilisez votre pouvoir non pas pour vous cacher, mais pour attaquer. À ce moment-là, Antoine Moreau comprit. La vraie protection n'était pas de construire des murs plus hauts, c'était de forger une épée plus aiguisée. Le courage de Claire était contagieux. Il la regarda dans les yeux et vit non seulement de l'amour, il vit un partenariat, une alliance. « Tu as raison, » dit-il, sentant une nouvelle vague de détermination parcourir ses veines. Assez de se cacher, assez d'avoir peur. Sa voix retrouva la dureté d'acier qui avait fait de lui un titan des affaires. La guerre ne se déroulera pas selon ses termes, mais selon les miens. Le lendemain matin, l'appel à Silas fut différent. Silas, oubliez la discrétion. La voix d'Antoine était froide, précise. Je veux que vous démontiez la vie de Marc Bastien, pièce par pièce. Je veux connaître chaque affaire louche, chaque compte non déclaré, chaque ennemi qu'il s'est fait en chemin. Il marqua une pause. Et trouvez ce mécanicien. Je veux qu'il parle. Utilisez tout ce qui sera nécessaire. La chasse commença. Silas et son équipe, désormais dotés de ressources illimitées et de cartes blanches, plongèrent profondément dans le passé de Marc. Et ce qu'ils trouvèrent était encore plus sombre qu'Antoine ne l'imaginait. Marc n'était pas seulement un rival vengeur. C'était un criminel en col blanc en série. Il y avait un schéma, sabotage, chantage, intimidation. 3 entreprises qui avaient mystérieusement fait faillite après avoir tenté de rivaliser avec lui. 2 cadres qui étaient morts dans des accidents bien pratiques. La pièce maîtresse, comme Antoine l'avait prédit, fut le mécanicien. Après 2 semaines de recherches intenses, l'équipe de Silas le localisa. Il se cachait dans un petit village de pêcheurs sur la côte, vivant sous un faux nom, terrorisé. Il fallut quelques jours, une garantie de protection totale et une offre financière généreuse pour le faire parler. Mais quand il parla, l'histoire qu'il raconta fut l'arme dont Antoine avait besoin. La confession du mécanicien, enregistrée en vidéo et audio de haute qualité, a été dévastatrice. Il admit avoir été payé par Marc pour saboter l'hélicoptère. Mais la révélation fracassante fut le mobile. Ce n'était pas seulement de la vengeance, monsieur Moreau, dit le mécanicien, la voix tremblante dans la vidéo. Il fumait nerveusement. Le plan était plus grand, beaucoup plus grand. Il regarda droit dans la caméra. Il ne voulait pas seulement que vous mouriez. Il a fait un pari massif contre les actions de votre entreprise sur le marché des produits dérivés. Une vente à découvert gigantesque. Si vous mouriez, le marché paniquerait. Les actions de Moreau Finance s'effondreraient. Le mécanicien déglutit. Et il aurait gagné des milliards avec la chute. C'était le coup de sa vie. Mais il y avait plus. Le mécanicien, craignant d'être trahi par Marc après le service, avait gardé des preuves. Des emails codés, des registres de virements bancaires. Et le plus important, il connaissait quelqu'un d'autre que Marc avait utilisé par le passé pour un service similaire contre un autre concurrent. Il donna un nom, un contact. Un autre témoin potentiel. Antoine avait maintenant tout. Le mobile, la méthode, la preuve, et des témoins qui pouvaient établir un schéma criminel. Il avait les munitions pour détruire Marc Bastien. Passe, seulement devant les tribunaux, mais au seul endroit qui comptait vraiment pour des hommes comme lui. Le marché.
Le plan de bataille fut élaboré dans le bureau du Penthouse, non seulement par Antoine et ses avocats, mais avec la participation de Claire. Elle ne comprenait pas le jargon financier, mais elle comprenait la stratégie humaine, le timing, où frapper pour que ça fasse le plus mal. « Il pense que votre arme, c'est l'argent, Antoine », dit Claire alors qu'ils analysaient les données étalées sur la table. « Mais votre véritable arme, c'est la vérité. Et la vérité révélée au bon moment est plus puissante que n'importe quelle fortune. Il n'irait pas directement à la police. Cela entraînerait une longue bataille juridique. Marc utiliserait les meilleurs et les plus chers avocats pour créer des reports et des failles. La stratégie serait une guerre éclair médiatique et financière. Le plan était d'une élégance brutale. Premièrement, l'équipe d'Antoine utiliserait les informations de Silas pour contacter secrètement les membres du conseil d'administration de l'entreprise de Marc, en leur montrant les preuves de la fraude et de la tentative de meurtre. Deuxièmement, en même temps, il ferait fuiter les informations sur le pari de Marc contre les actions d'Antoine à une journaliste d'investigation de renom du principal journal financier du pays. Troisièmement, le scandale exploserait. Les actions de l'entreprise de Marc s'effondreraient et les membres du conseil, paniqués et craignant d'être associés à un criminel, le destitueraient. Ce serait un échec et mat public, exécuté au cœur de son propre empire. La veille du début de l'opération, la famille était réunie dans le salon. Claire lisait un livre à Léa, tandis que Léo et Antoine jouaient une partie d'échecs. Il y avait un calme dans l'air, le calme avant la tempête. « Échec et mat », dit Léo déplaçant son fou avec un sourire triomphant. Antoine regarda l'échiquier surpris et sincèrement impressionné. Le garçon l'avait battu à la loyale, avec élégance. « Tu as appris vite, champion. C'est Léa qui m'a donné l'astuce, » dit Léo en riant. « Elle a dit que vous étiez tellement concentré sur l'attaque avec votre reine que vous aviez oublié de protéger votre roi. » Antoine regarda Léa, qui lui fit un clin d'œil. Il rit. Un rire authentique, détendu. À ce moment, il comprit la leçon de Claire. La vraie force ne résidait pas dans la puissance d'une seule pièce, mais dans la manière dont toutes les pièces travaillaient ensemble pour protéger le roi. Plus tard, quand les enfants dormaient, il se tenait sur le balcon, regardant les lumières de la ville. Claire le rejoignit, posant une main sur son épaule. « Tu es prêt ?» demanda-t-elle. « Je le suis » répondit-il. « Pour la première fois depuis longtemps, je ne me bats pas pour des affaires, je me bats pour nous. » Il prit son téléphone sécurisé et appela le chef de son équipe des opérations. Sa voix était froide, précise, la voix du prédateur qu'il avait été un jour, mais maintenant utilisée dans un but différent. Un but de justice. Lancez l'opération. Je veux qu'au lever du soleil, Marc Bastien n'ait plus d'empire. Il marqua une pause. Je veux qu'il n'ait plus rien. La guerre avait commencé. Et cette fois, Antoine Moreau ne se battait pas seul. L'opération commença à l'aube avec la précision d'une attaque militaire. Tandis que la ville s'éveillait dans une brume froide, le monde de Marc Bastien commençait à brûler. La première bombe fut médiatique. L'édition matinale du principal journal financier du pays affichait un article de Une dévastateur signé par la journaliste d'investigation la plus redoutée du marché. Le titre était un coup de poignard. Le vautour de la place de Paris. Le plan de Marc Bastien pour profiter de la mort d'un rival. L'article détaillait, avec des preuves documentaires et des sources anonymes orchestrées par l'équipe de Silas, le projet de Marc de parier sur la chute des actions de Moreau Finance après un accident qui aurait coûté la vie à son président. Il y avait des graphiques, des chiffres, une chronologie détaillée, tout était irréfutable. À 9 h du matin, quand Marc arriva à son bureau, déjà en panique après des dizaines d'appels manqués de ses avocats et conseillers, la deuxième bombe explosa. Une par une, les boîtes de réception des membres du conseil d'administration de sa propre entreprise, Bastien Corp, reçurent un email crypté. À l'intérieur, le dossier complet de Silas. La confession du mécanicien sur le sabotage, les relevés bancaires du pot de vin. Les preuves de l'implication de Marc dans d'autres affaires d'espionnage industriel et d'élimination de concurrents. C'était un arsenal nucléaire d'informations. Au Penthouse d'Antoine, l'ambiance était d'un calme tendu. La salle de guerre avait été installée dans son bureau. Des écrans affichaient les cours de la bourse en temps réel, des fils d'actualité, des communications sécurisées. Antoine, Claire et Léo observaient en silence,
tandis que l'équipe d'Antoine, dirigée par un stratège de crise nommé Victor, exécutait le plan. Léa était dans une autre pièce avec une tutrice, protégée de l'intensité de cette journée. Les actions de Bastien Corp ont chuté de 30% dans la première heure de cotation, annonça Victor, les yeux fixés sur un graphique rouge sang. L'article a provoqué une panique totale. Les investisseurs fuient comme des rats d'un navire qui coule. Les membres du conseil ont convoqué une réunion d'urgence pour 11 heures, dit un autre opérateur, tapant furieusement. J'ai reçu une copie de l'ordre du jour. Point unique. Mesures urgentes relatives à la conduite du PDG. Claire serra la main d'Antoine. Elle ne comprenait pas les détails du marché boursier, mais elle comprenait le langage de la justice. Ce qu'elle voyait là n'était pas de la vengeance. C'était la conséquence inévitable des actes d'un homme mauvais. À 10h30, le téléphone d'Antoine sonna, un numéro inconnu. Il répondit, mettant le haut-parleur pour que tout le monde entende. Antoine, espèce de salaud. La voix de Marc de l'autre côté était un grognement de fureur et de panique. « Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait ?»« J'ai juste allumé une lumière sur la vérité, Marc, » répondit Antoine, la voix froide comme de l'acier trempé. Apparemment, les cafards n'aiment pas la lumière. « Tu vas me le payer !» cria Marc. « Je vais te détruire. Je vais. »« Tu ne vas rien faire du tout, » l'interrompit Antoine avec un calme glacial. « Tes associés sont en train de t'abandonner au moment où nous parlons. Tes avocats négocient probablement déjà un accord pour prendre leur distance. » Il marqua une pause, laissant le silence peser. « Et si j'étais toi, je regarderais par la fenêtre. Je crois que tu as de la visite. » Au même instant, les sirènes de la police commencèrent à résonner à l'extérieur de l'immeuble de Bastien Corp. L'article de journal et les dénonciations anonymes, soigneusement coordonnées par l'équipe d'Antoine, avaient forcé les autorités à agir rapidement. « C'est fini, Marc, » dit Antoine. « Chaque mot lourd et définitif. Tu as parié contre ma vie et tu as perdu. Maintenant, profite du reste de la tienne. » Il raccrocha. Le silence dans la pièce fut rompu par le soupir de soulagement de Claire. Léo, qui avait assisté à tout avec une maturité impressionnante pour ses 12 ans, serra sa mère dans ses bras. La guerre était terminée. Le monstre avait été vaincu, non pas par la violence mais par la vérité, utilisée comme une arme chirurgicale. La chute de Marc Bastien fut fulgurante et totale. Placé en détention provisoire, faisant face à une avalanche d'accusations criminelles et d'actions civiles, il perdit son empire, sa fortune et sa liberté. La tentative de meurtre, la fraude, le sabotage. Tout fut révélé, dévoilant l'un des plus grands scandales financiers de la décennie. Les journaux en parlèrent pendant des mois. La menace étant définitivement neutralisée, une paix profonde et véritable s'installa enfin dans le penthouse d'Antoine. Les rideaux furent ouverts, les gardes supplémentaires furent renvoyés, et le son qui emplissait la maison était celui des rires et des conversations normales d'une famille qui apprenait à en être une. Le processus d'adoption de Léo et Léa par Antoine fut formalisé sans plus d'obstacles. L'histoire présentée au juge des affaires familiales était si extraordinaire que le magistrat dispensa de nombreuses formalités bureaucratiques, reconnaissant que le meilleur intérêt de ses enfants était, sans équivoque, de rester avec l'homme qui était devenu leur père dans tous les sens du terme. Et Claire ? Claire devint Claire Moreau 6 mois plus tard, lors d'une cérémonie discrète mais émouvante. Ils étaient désormais officiellement une famille, Léo et Léa Moreau. Leur vie trouva un nouveau et doux rythme. Antoine, pour la première fois, apprit à être père. Il découvrit la joie d'aider aux devoirs, la frustration de monter un jouet compliqué, la paix de simplement regarder un film sur le canapé avec les enfants blottis contre lui. Il vendit sa participation majoritaire dans Moreau Finance, ne restant que président du conseil. Et il se mit à consacrer son temps et son esprit brillant à un nouveau type d'investissement, l'avenir de sa famille. Claire devint le cœur de ce foyer. Elle apporta de la chaleur, une cuisine maison et une sagesse pratique qui équilibrait l'esprit analytique d'Antoine. Elle l'encouragea à renouer avec sa fille Mariana en Europe, et les premiers appels vidéo, bien que maladroits, furent le début de la guérison d'une relation qu'il croyait perdue à jamais. Pour Léo et Léa, elle était le roc. La mère, qui leur offrait toujours un havre de paix au milieu des découvertes de leur nouveau monde. Léo, maintenant âgé de 15 ans,
était un adolescent fascinant. L'intelligence de la rue, combinée à l'éducation d'élite qu'il recevait, le transforma en un jeune homme avec une perspective unique sur le monde. Il était le grand frère protecteur, le confident d'Antoine sur les questions de cœur que l'homme d'affaires ne comprenait pas, et le lien entre le passé de lutte et le présent de privilège. Et Léa, la petite Léa, le catalyseur de tout, était une fillette heureuse et pleine de vie. La prémonition ne se répéta jamais. Ce fut un événement singulier, un miracle inexplicable qui avait servi son but puis s'était retiré, laissant derrière lui une enfant normale qui aimait dessiner, jouer avec son Golden Retriever nommé Zeus et écouter les histoires de sa mère. La cicatrice sur son front, qui avait un jour été source de curiosité et de mystère, n'était plus qu'un détail sur son visage. Un rappel silencieux du voyage extraordinaire qui les avait unis. Environ 3 ans après la chute de Marc, par un samedi après-midi ensoleillé, Antoine réunit la famille dans sa bibliothèque. « Je travaille sur un projet », annonça-t-il les yeux brillants. « Un projet que je veux être notre héritage, le véritable héritage de notre famille. » Il leur montra les plans. Des plans d'architecte, des budgets, des calendriers. Inspiré par tout ce qu'il avait vécu, le danger, la rédemption, le miracle inexplicable, il avait décidé de créer la fondation L'Envol de l'Espoir. « Léa, tu m'as sauvé d'un vol qui devait se terminer par la mort, » dit Antoine, regardant sa fille, avec une émotion qu'il n'avait plus honte de montrer. « Maintenant, je veux que nous offrions un envol différent à d'autres personnes. La fondation aurait 2 axes d'action. Le premier, inspiré par le courage du mécanicien qui avait dénoncé Marc, serait un fonds de soutien juridique et financier pour protéger et encourager les lanceurs d'alerte. Des personnes qui avaient le courage d'exposer les crimes et la corruption dans les grandes entreprises. Le second et principal axe serait la construction de centres d'excellence éducative dans les zones défavorisées. Ce ne seraient pas des écoles ordinaires. Ce seraient des lieux axés sur la découverte et le développement des talents uniques de chaque enfant. Surtout ceux qui ne rentraient pas dans les moules traditionnels. « Le monde est plein d'enfants comme toi, Léa, » dit Antoine, la voix chargée de sens. Des enfants avec des dons que la logique n'explique pas, avec des intelligences que les écoles normales ne savent pas mesurer. Je veux créer des lieux qui n'ont pas peur de l'inexplicable, qui célèbrent le potentiel unique de chacun. La scène finale se déroule 5 ans plus tard, lors de l'inauguration du premier campus Espoir. Un complexe éducatif moderne et coloré, construit au cœur d'une des cités les plus défavorisées de la région parisienne. L'endroit était une oasis de technologie et d'art, avec des laboratoires scientifiques, des studios de musique et de peinture, des terrains de sport, et des jardins où les enfants pouvaient planter et apprendre sur la nature. Antoine, Claire, Léo et Léa étaient sur scène. Le public était un mélange d'officiels, de donateurs et, le plus important, de centaines d'enfants de la communauté. Des enfants aux yeux brillants d'espoir et de possibilités. Quand ce fut au tour d'Antoine de parler, il regarda sa famille à ses côtés. Claire, la femme qui lui avait appris que la vraie force vient du cœur, pas du compte en banque. Léo, le jeune homme qui lui avait montré que l'intelligence se présente sous de nombreuses formes. Et Léa, la fillette qui, avec un avertissement impossible, n'avait pas seulement sauvé sa vie, mais lui avait donné une raison de la vivre. Il y a quelques années, commença-t-il, sa voix résonnant dans le système de sonorisation, je vivais à 500 mètres au-dessus du monde, isolé, seul, pensant que c'était ça, la force. Il marqua une pause, puis une petite fille, qui n'avait rien d'autre que son courage et son amour, m'a appris que j'avais tort. Elle m'a montré que la vraie force réside dans les liens que nous créons, dans les gens que nous aimons, et dans la responsabilité que nous avons les uns envers les autres. Des larmes coulèrent sur son visage, et il s'en moquait. Cet endroit existe parce qu'une enfant m'a sauvé. Et maintenant, il est de notre responsabilité de sauver d'autres enfants, non seulement des dangers physiques, mais d'un avenir sans espoir, d'un monde qui ne voit pas leur valeur. Il regarda les centaines de petits visages dans le public. Chacun de vous a un don unique, un talent spécial, et cet endroit existe pour vous aider à le découvrir, pour que vous puissiez prendre votre envol. Quand il eut fini de parler, les applaudissements furent assourdissants. Mais le moment qu'Antoine garderait pour toujours fut quand Léa, maintenant âgée de 10 ans, s'approcha du micro. « Mon père a dit que je l'ai sauvé, dit-elle. Sa petite voix claire et forte. Mais la vérité,
c'est qu'on s'est sauvé l'un l'autre. Parce que c'est ça une famille. On se sauve. Tous les jours, elle sourit. Et maintenant, on va vous aider à vous sauver aussi. Cet après-midi-là, tandis que les enfants de la communauté exploraient leur nouveau campus, courant dans les couloirs colorés, riant dans les jardins, rêvant à des avenirs qui semblaient auparavant impossibles. Antoine Moreau se tenait sur le balcon du 2e étage, observant le tout. Et pour la première fois de sa vie, il ne calculait pas les retours sur investissement. Il ne mesurait pas les profits ou les pertes. Il était simplement heureux. Il avait commencé son voyage en tant qu'homme qui voyait le monde en chiffres, en actif et en passif. Et il l'avait terminé en tant qu'homme qui comprenait que les choses les plus précieuses de la vie ne peuvent être mesurées. L'amour d'une famille, la gratitude d'une seconde chance, le but de faire le bien. Et tout cela à cause d'une fillette de 5 ans qui, à un moment impossible, avait vu l'avenir et avait changé le sien pour toujours. Parfois, pensa Antoine, les miracles se présentent sous les formes les plus improbables. Et parfois, sauver quelqu'un est la seule façon de se sauver soi-même.